Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au Batman Chronicles 1988, volume 1, paru chez Urban Comics et disponible au prix de 35€. Comme vous pouvez le voir, il s'agit encore une fois d'un bon gros pavé. Alors, heureusement que c'est du semi-rigide. Je pense sincèrement qu'en pure softcover, je ne l'aurais probablement pas pris. Trop risqué, déjà que là, bon, c'est limite. Comme indiqué dans le titre, vous allez retrouver dans ce volume les épisodes de Batman correspondant à l'année 1988, et cette fois encore, il y a de fortes chances que vous ayez un peu de double dipping, puisque figure ici, entre autres, le récit Killing Joke d'Alan Moore et Brian Boland. Bon, l'ayant relu il n'y a pas un mois dans sa version limited, je vous avoue que je n'ai pas vraiment eu le courage de replonger dedans, mais comme de toute manière, je pense que tout le monde le connaît, peut-être pas très grave, je vais juste me contenter de signaler que, comme pour Batman Year One dans les Chronicles de 1987, Urban a fait le choix de mettre ce récit dans sa version originale, donc ici celle colorisée par John Higgins, ce qui fait selon moi plutôt sens, puisqu'il s'agit dans cette collection de retracer l'histoire d'un personnage en respectant en quelque sorte la chronologie et la parution initiale. Par contre, il y a un truc qui ne fera probablement pas double dipping, c'est qu'ils ont mis juste avant un épisode spécial de Batgirl, écrit un peu pour l'occasion, histoire de préparer en quelque sorte ce qui allait se passer dans Killing Joke, et pour moi c'est une très belle valeur ajoutée, une chouette idée, et en plus je trouve l'épisode pas désagréable du tout. Seul bémol en ce qui me concerne, les couleurs bavent pas mal sur cet épisode qui est assez cracra. Bon, je suis quand même pas sûr que ça a été publié dans cet état à l'origine, mais bon, je ne suis pas spécialiste, donc à vérifier. Peut-être, il y avait d'énormes imperfections dans Year One. Vous aurez également peut-être croisé dans une autre édition le récit Death in the Family, qui lui regroupe les épisodes de Batman 426 à 429. Et là encore, ce qui est très intéressant, que vous n'avez potentiellement pas dans les autres éditions, c'est que vous pourrez lire ici les épisodes qui précèdent, et qui sont pour moi quand même très importants. Je pense notamment aux épisodes 424 et 425, qui, là encore, préparent fortement le terrain à ce qui va se passer dans Death in the Family, et moi qui n'aimais pas trop ce Robin durant l'année 1987, le fait de le rendre plus ambigu et vénère, quelque part, ça me le rend tout de suite plus sympathique. Faut dire qu'il avait parfois tendance à être un peu neuneux. Je préviens au cas où que je vais à présent spoiler un événement dramatique fort, mais bon, j'imagine que si vous avez vu ne serait-ce que la vignette de la vidéo, vous doutez un peu de quoi il s'agit, surtout que c'est quand même un fait ultra connu. C'est évidemment ici que le second Robin va mourir, et malheureusement, c'est quasiment plus le fameux cirque organisé par DC autour de cette mort, qui est parfois un peu limite, demander aux fans s'ils préfèrent qu'ils vivent ou qu'ils meurent, qui fait aujourd'hui plus parler que le récit en lui-même. Il faut dire aussi que ce dernier n'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu. Alors, pas tant du point de vue de l'émotion, puisque franchement, même moi qui n'ai jamais trop aimé par principe les Robins, j'avoue que l'épisode dans lequel Jason Todd, donc le deuxième Robin, meurt est très loin de me laisser indifférent, mais les prémices de cette histoire, la façon dont Robin cherche sa mère d'un côté alors que Batman poursuit le Joker de l'autre et que les deux se retrouvent pile au même moment à l'autre bout du monde parce que c'est Small World, au secours quoi. C'est quand même dans ces moments-là qu'on se souvient qu'écrire une série régulière, c'est parfois pas loin d'être du travail à la chaîne et qu'on ne peut pas non plus toujours tout fignoler. Disons qu'il y a quand même deux grosses ficelles. Et c'est d'autant plus regrettable que je trouve que Jim Starlin, qui écrit la plupart des épisodes de ce bouquin, fait globalement ici du très bon taf. On le connaît évidemment plus pour ses sagas cosmiques, notamment chez Marvel. Greenberger, qui rédige encore une fois la plupart des textes explicatifs, nous rappelle d'ailleurs cette célèbre anecdote selon laquelle Starlin aurait gagné plus d'argent avec les droits reversés par DC suite à l'apparition du personnage KG Beast, qu'il a créé dans ses pages d'ailleurs, et qui apparaît dans Batman vs Superman de Snyder, que ce qu'il aurait gagné avec les droits reversés par Marvel suite aux différentes apparitions de Thanos, qui est évidemment un personnage créé par Starlin dans le célèbre Iron Man numéro 55. Et c'est malheureusement une tendance assez connue, le côté un peu pingre de Marvel vis-à-vis de ses créateurs, mais bon, ce n'est pas le sujet. Parmi les autres moments forts de cette année, on retiendra notamment l'inévitable confrontation entre le premier Robin, devenu entre-temps Nightwing, et son successeur, ainsi qu'avec Batman. Et honnêtement, c'est un volume qui est assez sympathique à lire. Starlin, dans un registre réaliste, urbain et nerveux, s'en tire globalement assez bien, avec pas mal d'épisodes agréables et faciles à lire, ainsi que beaucoup d'actions. Il va souvent être question d'immunité diplomatique. J'imagine que ça devait être à la mode à cette époque.
On a aussi tout un arc bien vénère intitulé Les 10 nuits de la bête qui met en scène donc ce fameux KG Beast et son look de catcheur, avec en arrière-plan toute la problématique du projet américain dit Guerre des Étoiles, qui aurait abouti à remettre en cause le fragile équilibre de dissuasion mutuelle nucléaire, et ça par contre je m'en souviens très très bien. Alors là je préviens encore une fois que je vais spoiler un fait précis, mais vous ne trouvez pas quand même que c'est un peu facile lorsque KGB se coupe la main pour se libérer? Alors peut-être que je cherche un peu trop la petite bête, hein, mais bon, il n'aurait pas pu essayer de couper la corde après sa main plutôt que de se la couper? Bon, ne me dites pas qu'avec l'amplitude de la hache, c'était physiquement impossible, si. Enfin bon, passons, le plus important, c'est que c'est une histoire très sympa à lire, hein, comme la majorité de ces épisodes d'ailleurs. Et au niveau graphique, comme vous en êtes probablement déjà aperçu, la plupart des épisodes sont dessinés par Jim Aparo, que personnellement j'aime bien, même s'il y a quelques maladresses, parce que j'ai grandi avec ce dessinateur. Hein. Quand j'étais gamin, pour moi, visuellement, Batman, c'était Jim Aparo, même si je pense qu'en 88, je ne lisais plus trop de Batman, je crois. J'avais lu surtout celui des années 70 et début 80. Je n'ai jamais non plus eu le même attachement vis-à-vis de Batman que celui que j'avais vis-à-vis des super-héros Marvel, hein, Spider-Man, les X-Men, pour la simple et bonne raison qu'à cette époque, DC était nettement moins bien distribué en France que Marvel, ce qui explique d'ailleurs peut-être en partie pourquoi cette période, les années 70 et début 80, est mieux représentée du côté de Panini que du côté d'Urban, car ces derniers peuvent probablement moins jouer la carte de la nostalgie à ce niveau. Encore une fois, il y a de vraies raisons objectives et tout à fait pertinentes à commencer ces Chronicles avec la deuxième moitié des années 80, mais je pense sincèrement que s'il y avait eu un équivalent aussi fort que Strange pour DC, ils auraient peut-être, même probablement, commencé plus tôt. J'imagine que vous le savez déjà, mais d'autres titres ont été annoncés par Urban afin de développer cette gamme des Chronicles, les Superman de John Byrne et la JSA de Geoff Johns. J'en reparlerai en temps voulu, en tout cas pour le John Byrne, ça me paraît quasi sûr. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui, et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'Omnibus Justice League par Geoff Johns et Jim Lee, puisqu'il y avait eu pas mal de votes lors du dernier sondage, et si je suis vraiment motivé et que j'ai le temps, je ferai aussi peut-être une courte vidéo sur le Mighty Marvel sorti cette semaine, qui nous propose des épisodes, je crois, peu connus de Spider-Man. Allez, à plus!